Pyrénées. Qu'elles soient basques, béarnaises, ariégeoises ou catalanes, elles sont toutes mystérieuses, toujours insoumises et sauvages. Entre l'océan et la mer, entre la France et l'Espagne, sur des parois abruptes, dans des forêts impénétrables, des pelouses d'altitude ou des vallées oubliées, la nature pyrénéenne sort parfois de son mutisme. Alors seulement, elle révèle ses instincts, ses sentiments, sa force et ses faiblesses. La Grande Barrière pyrénéenne demeure l'une des montagnes les plus vivantes d'Europe. Elle a su préserver jusqu'alors quelques grandes figures du monde animal. Dans des décors somptueux, en perpétuelle évolution, les acteurs de la vie sauvage se produisent loin des hommes, au rythme du temps qui passe. L'hiver. La saison impitoyable, qui bannit les plus faibles sans la moindre hésitation, sans la moindre indulgence. Survivre, résister au froid, à la tempête. Tel est le combat quotidien de l'Isard durant d'interminables semaines. Chaque mouvement, chaque déplacement engendre une dépense d'énergie chez des êtres déjà affaiblis. Mais l'Isard, c'est que s'il veut prolonger son existence au-delà de l'hiver, la mobilité reste encore le meilleur gage de réussite. Il doit gérer son temps, mesurer ses efforts, se ménager. Il devra parfois attendre plusieurs journées avant que le blizzard ne cesse de le harceler. Au même instant, accroché à sa falaise, le vautour a déjà entamé une longue période de couvaison dans des conditions extrêmes. Vent, neige, froid. Lorsque la tourmente marque une trêve, les animaux s'activent davantage. Si l'Isard n'éprouve aucune difficulté à évoluer dans la neige, il en est tout autrement pour ce couple de chevreuils qui tente malgré tout quelques déplacements hasardeux à travers son vaste territoire. Ces petits ongulés, bondissant d'ordinaire avec tant d'assurance et de grâce, sont ici hésitants, désemparés par le manque de repères sur le sol. L'Isard va droit à l'essentiel, manger, consommer ce qu'il trouve et se contenter de peu, de quelques plantes ligneuses brûlées par le froid et la glace. Le sanglier fouille la neige, il la goûte, la flaire, tente d'y déceler la présence d'un animal moribond. À ce stade, la destinée des êtres vivants reste assez incertaine.
L'ensemble des animaux affaiblis constitue à lui seul un maillon indispensable à l'équilibre des chaînes alimentaires. Les individus épuisés sont épiés, attendus, traqués par les charognards et les carnassiers opportunistes. L'avalanche. L'un des dangers de l'hiver. Elle sème la terreur, déroute les individus et poursuit à grande vitesse tous les êtres qui osent la braver. Après l'avalanche, Elisa redouble de prudence. Il n'emprunte que des coulées sûres, marquées par les passages successifs des animaux. Les charognards reprennent leur macabre prospection. Voici le roi des nécrophages, le spécialiste, le gypaète barbu, celui dont la taille, la beauté et l'aisance inspirent le respect. Ce jeune gypaète n'est pas venu ici par hasard. Il inspecte régulièrement les coulées de neige en quête de quelques morceaux d'isard disloqués par l'avalanche. Le renard a trouvé une dépouille, une victime de l'hiver, qu'il ne voudrait pour rien au monde être contraint de partager. Il est inquiet, il hésite, tourne en rond et décide tout compte fait de placer son butin en lieu sûr, à l'abri des regards envieux de ceux qui sont torturés par la faim et qui n'ont encore rien trouvé. En réalité,
Le gibier que Goupil est venu traquer dans ces vastes champs de neige est d'une toute autre nature. Le lagopède alpin, un oiseau apparenté au tétras, champion du camouflage, aux étonnantes facultés physiques, capable de supporter des températures extrêmement basses auxquelles peu d'animaux pourraient résister. Le renard est un vagabond qui connaît parfaitement les habitudes de ses victimes. Il sait que le lagopède recherche plutôt les versants ombrageux et enneigés. Face à l'ennemi, le lagopède reste confiant en son mimétisme. Il ne se décidera à prendre son envol qu'en dernière extrémité. Sur la neige, le lagopède est à son aise. Contrairement au renard, qui n'est pas un habitué de la vie en altitude, il bénéficie de plusieurs adaptations spécifiques à la haute randonnée hivernale. Ses pieds sont entourés de véritables chaussons de plumes munis de raquettes. Capturer un lagopède n'est pas si simple. Son départ est imprévisible. Le couple ne se sépare jamais. Mâles et femelles s'envolent la plupart du temps de concert et rasent la montagne. Le renard s'essouffle, mais n'abandonne jamais. Si les lagopèdes conservent toute leur énergie malgré des conditions de vie difficiles, les petits mammifères engourdis par le froid résistent péniblement. Désormais, la grande barrière pyrénéenne est entièrement recouverte d'un épais manteau blanc. L'hiver paraît s'installer définitivement sur la chaîne. À l'ouest des Pyrénées, à proximité de la façade atlantique, les grands vautours fauves observent une charogne. Aucun signe de vie n'est perceptible. Le festin macabre peut commencer. Un vautour affamé ne fait preuve d'aucune courtoisie envers ses semblables. Une pareille curée ne s'offre pas quotidiennement. La lutte est sans merci. Tous s'acharnent sur leur pitance, se querellent, s'intimident. Le renard n'a pas sa place parmi les charognards. Il doit attendre son tour et souhaiter qu'il y ait des restes. Les vautours fauves se délectent particulièrement des entrailles des cadavres. Leur morphologie est adaptée à ce régime alimentaire peu ragoûtant. Un long bec crochu, permettant de déchirer les peaux et la paroi abdominale, sert aussi à s'imposer par quelques coups bas. Avant de regagner leur falaise,
Quelques retardataires inspectent une dernière fois le cadavre dont il ne reste plus que la peau et les os. Le jour se lève sur les falaises basques qui abritent les airs de rapaces. Les jeunes vautours sont nés il y a déjà une quinzaine de jours. Les parents attentifs se relaient constamment auprès de leur progéniture. Tandis que l'un monte la garde sur l'air, l'autre assure les patrouilles aériennes nécessaires à la recherche de nourriture. Le vautour ne dispose pas d'une musculature suffisante pour propulser puis animer longtemps sa masse de 8 kg dans les airs. Il lui est par conséquent impossible de battre des ailes durant un long moment. En revanche, grâce à ses 2,50 m d'envergure et aux courants ascendants, il se laisse entraîner vers les cieux en tournoyant lentement. L'arrivée sur une falaise est une opération périlleuse. Compte tenu des courants d'air, du vent et de la faible surface dont dispose le vautour pour atterrir. Le déploiement du train d'atterrissage a lieu longtemps à l'avance. L'approche est difficile. Les manœuvres sont précises et efficaces. L'alimentation du poussin évolue avec l'âge. Au cours des premiers jours, il reçoit une bouillie prédigérée de viande avariée qui lui est directement déposée dans le bec. En grandissant, il pourra ingurgiter une nourriture de plus en plus solide. Lorsque le poussin est suffisamment grand, les parents procèdent tous deux aux prospections aériennes afin de trouver de nouvelles dépouilles. Au crépuscule du soir, le grand-duc est méditatif. Au terme d'une journée de somnolence passée dans la cavité rocheuse qui lui sert de repère, les ténèbres l'attirent irrésistiblement. Entre les pelouses d'altitude et les vallées encaissées s'étend la forêt. Sous son couvert embrumé, la nature s'éveille paisiblement. La grande faune s'aventure aux abords des zones de gagnage. Le silence matinal est interrompu par une sonorité légère et insolite. En ces journées du mois de mai, la pariade du grand tétras a atteint son paroxysme. Cet oiseau, d'ordinaire si discret et modeste, est devenu téméraire et prétentieux. Il ne craint personne et interrompt régulièrement son concert pour monter la garde et refouler tout intrus hors de sa propriété. L'objet de cette mise en scène est très clair. Affirmer son droit au territoire en se livrant, pourquoi pas, à quelques excentricités. Tout ceci afin de charmer quelques poules, beaucoup plus effacées que monsieur. Le grand tétras partage quelques coins préservés des forêts avec le plus prestigieux et le plus menacé des mammifères pyrénéens.
L'ours, dernier symbole d'une nature sauvage, véritable légende vivante que la montagne abrite depuis les temps les plus reculés, livre son dernier combat. Subsister encore grâce à la complicité des hommes ou s'effacer à jamais, victime de l'indifférence ou du mépris. La grande forêt pyrénéenne est un prodigieux réservoir de vie, une communauté d'êtres vivants dont chaque membre joue un rôle déterminant dans la vie, la mort et le renouvellement des individus. Le printemps est la saison d'abondance, l'époque des naissances. Déjà, les individus de la toute nouvelle génération s'activent, animés par cette qualité commune à tous les jeunes, la curiosité, l'envie de découvrir un univers rempli de mystères et d'êtres insolites. Depuis que les éclosions de pics noirs ont eu lieu, une certaine cacophonie règne dans la hêtraie sapinière, principalement lors des périodes de nourrissage. La famille de pics noirs partage les arbres avec les jeunes hulottes, toujours beaucoup plus sages. Durant 28 jours, les parents se relaieront pour tenter d'apaiser ce tumulte en donnant la béquée à leur progéniture. Les occupants de la forêt se rendent occasionnellement dans les espaces dégagés. Le chat sauvage déambule dans les clairières, en quête de quelques proies faciles, tandis que les compagnies de sangliers vermillent à découvert. La forêt subalpine clairsemée est une source de vie. En atteignant le sous-bois, la lumière permet aux végétaux de se multiplier. Ils fournissent alors une alimentation herbacée très appréciée par les grands mammifères. De nombreuses autres espèces cohabitent dans la forêt subalpine. Les insectes et les arbres dépérissants attirent les oiseaux, qui attirent à leur tour des prédateurs tels que la martre ou l'épervier. On retrouve cette diversité de milieux et d'êtres vivants là où l'homme a su préserver jusqu'alors la nature pyrénéenne. Le morcellement, l'exploitation ou la fréquentation accrue des forêts mettent toujours en danger leur équilibre biologique.
Les moments crépusculaires sont propices aux rencontres des prédateurs et de leurs victimes. Comme tous les félins, le chat sauvage maîtrise parfaitement les techniques de chasse à l'approche. Les lisières foisonnent de petits rongeurs et de taupes, inconscients des dangers du ciel ou de la terre qui les menacent. Au fil des jours, la forêt nourricière contribue au renouvellement des générations. Le faucon cresserelle, qui niche fréquemment sur les façades rocheuses des contreforts pyrénéens, a cette année fixé son nid dans le houppier d'un châtaignier. Tous les poussins de rapaces sont avides de nourriture et aucunement partageurs. Cette lutte acharnée peut fréquemment se solder par la mort des poussins les plus faibles. C'est encore un exemple de sélection naturelle. Les jeunes renardeaux grandissent vite. Si la plupart restent dépendants de leurs parents durant l'été, certains semblent faire preuve d'une plus grande assurance. L'apprentissage de la vie a commencé. Au mois de juin, les étendues sauvages de la Grande Barrière pyrénéenne sont survolées par leur seigneur, l'aigle royal. Il doit ravitailler un seul poussin, mais dont l'appétit est sans pareil. L'aigle royal fait partie des rapaces les plus imposants du monde. Il est très fidèle à son immense territoire de chasse, qui s'étend des zones les plus élevées jusqu'au niveau de la forêt. Pour rechercher ses proies, ce super prédateur explore durant de longues heures tous les étages de la montagne. Sa technique est simple: planer et planer encore, ratisser les pelouses subalpines, les pierriers et les cimes des arbres, chercher l'animal distrait ou insouciant qu'il pourra surprendre grâce à la précision de son approche. Insouciant, c'est précisément ce qui qualifie le comportement de ce jeune renard, visiblement très occupé à batifoler au bord de l'eau en quête de quelques souffre-douleur, taupe ou crapaud. L'aigle, lui, ne batifole jamais.
Notre renard a enfin trouvé de quoi se distraire. Une corneille ayant quitté le nid prématurément. Les scènes de la vie sauvage sont ainsi. Les brocs d'une espèce peuvent devenir les victimes d'une autre. Pour tenter d'attraper une proie aussi imposante qu'un renard, l'aigle doit la traquer, la terrifier, afin qu'elle soit épuisée au moment de l'impact. Quelque part sur sa falaise, l'aiglon s'impatiente. De retour sur son aire, l'adulte s'assure qu'aucun danger ne le menace. La chasse ayant été infructueuse, il nourrit consciencieusement son aiglon en découpant de petits morceaux de viande sur les restes d'un précédent repas. Un acte que le poussin ne pourrait accomplir compte tenu de son jeune âge. Dès le début de l'été, on assiste à une véritable explosion de couleurs. En altitude, la belle saison est courte et les fleurs doivent rapidement être pollinisées avant l'arrivée des premières gelées. Toute l'eau piégée dans la roche et les sols spongieux est progressivement libérée. Après avoir largement contribué à l'épanouissement de la vie sur son passage, elle poursuivra sa course dans les vallées. Les ongulés de montagne profitent pleinement des mois de juillet et août. Le temps clément et l'abondance de nourriture sont des valeurs appréciables pour la faune. Les chevrets d'Isard se concentrent sur les névés subsistant dans les combes ou sur les versants faiblement ensoleillés. Pour un chevreau de l'année, marcher sagement derrière sa mère sur une surface aussi glissante qu'un névé est absolument insupportable.
Ils s'adonnent au plaisir des cabrioles et des glissades. Sur la neige, un chevreau, c'est un ressort monté sur des patins. Dans ce genre de démonstration, aucune figure n'est imposée. Tout candidat au titre de meilleur pitre de l'été doit se laisser guider par son imagination. Ces espiègleries ressemblent, sous certains aspects, aux poursuites effrénées auxquelles se livrent les mâles en période de rut. Le jeune renard a eu jusqu'à présent beaucoup de chance en échappant à tous les dangers de la montagne. Il a pris de l'assurance et ses divagations à travers les pelouses verdoyantes commencent à inquiéter sérieusement la colonie de marmottes. Pour ce percnoptère, dont les goûts alimentaires sont pour le moins discutables, la dépouille d'une marmotte est un morceau exceptionnel. Ce petit vautour, qui trouve sa subsistance dans les pâturages, doit généralement se satisfaire de quelques excréments ou de terre imbibée de sang. Les marmottes ne cachent pas leur inquiétude. Lorsque tout danger est écarté, les marmottes s'adonnent à leur sport préféré, l'empoignade, sous la surveillance quelque peu distraite de l'arbitre. En se laissant transporter par les eaux fraîches du torrent, il n'est pas rare de surprendre un étrange passereau solitaire et casanier, le simple plongeur. Cet oiseau aquatique ne connaît pas l'inactivité. Quand il ne marche pas sous l'eau, il s'agite nerveusement. Au terme d'une période de 3 à 4 mois passés sur la paroi, les poussins des grands rapaces se préparent au grand saut. Ils doivent pour cela muscler leurs ailes en répétant maintes fois les premiers mouvements nécessaires à leur envol. Comme les vautours fauves ou les gypaètes juvéniles, l'aiglon ne quittera son nid que lorsque son plumage sera suffisamment développé pour remplir ces 3 fonctions, le vol, la protection du corps et l'isolation thermique. L'autour des Palombes occupe les zones boisées des Pyrénées. Ce tueur redoutable fond à très vive allure sur ses victimes en profitant de l'effet de surprise. Quelle que soit la taille de sa proie,
l'issue est généralement fatale. Lorsque la forêt de hêtres commence à se parer de quelques teintes automnales, les Pyrénées sont progressivement gagnées par la mélancolie. Et pourtant, dans ces montagnes ennuagées d'Ariège et de Haute-Garonne, la nature s'apprête à nous livrer l'un de ses plus beaux spectacles. Un matin de septembre, les vallées s'emplissent soudainement de résonances graves. C'est le brame du cerf. Le maître de la forêt mène une existence paisible et discrète durant 11 mois de l'année. Il sait se faire oublier, jusqu'au jour où l'instinct de reproduction bouleverse ses règles de vie. Il gagne alors les clairières ou les pelouses qui dominent la forêt, pour s'exprimer sans retenue. Mais la concurrence est rude. Chaque cerf tente de s'imposer par la force ou en couvrant le brame de son rival. Certains secteurs sont particulièrement convoités. Mâles et femelles s'y rassemblent lorsque le brame est à son apogée. La place prend alors des allures d'arène. Les rites amoureux sont régulièrement interrompus par les duels des combattants. Une autre forme de combat s'observe dans les montagnes d'Ordesa, qui constituent l'un des derniers refuges du bouquetin des Pyrénées. Le domaine du bouquetin se situe exclusivement en altitude dans les milieux rocheux. La principale distraction des mâles consiste en de nombreuses joutes, toujours très impressionnantes. Mais ces affrontements, qui expriment en apparence un sentiment de violence et de rivalité, sont généralement sans danger. Les bouquetins sont avant tout des êtres sociables. Les combats sont très ritualisés. Ils permettent d'établir une hiérarchie entre mâles d'âge et de corpulence identiques. Si la Grande Barrière pyrénéenne est un refuge pour de nombreuses espèces, elle est aussi un obstacle incontournable pour les oiseaux migrateurs, tels ces palombes qui cherchent à tirer parti des meilleurs courants d'air. Ils sont des centaines de milliers à s'élever, chaque automne, au-dessus des montagnes basques. Après une halte au pied des contreforts pyrénéens, les grues cendrées entreprennent une lente ascension en direction des montagnes.
L'hiver est déjà proche. La marmotte procède à l'obturation des sorties de son domicile avant d'entamer une longue période d'hibernation. L'isard, lui, n'a pas l'intention de somnoler. C'est la saison du rut. La tension monte. Lorsque les chemins de deux boucs se croisent, la poursuite est inévitable. Le fuyard doit distancer son adversaire en empruntant des voies inhabituelles. Le poursuivant est trimballé à vive allure à travers toute la montagne. Ivre de haine, il concentre toute son attention sur son rival et peut être victime à tout moment de sa perte de vigilance. Les courses-poursuites sont toujours très nombreuses, car la morale des boucs en rut exige que tout concurrent en fuite soit impitoyablement pourchassé. Quelquefois, le mâle dominant parvient à rejoindre son adversaire. Dans ce cas, ce dernier est sévèrement molesté. Les cornes crochues peuvent alors provoquer de sérieuses blessures. Le perdant est écarté définitivement de la compétition. L'apanage de l'accouplement revient exclusivement au vainqueur. La montagne pyrénéenne est une terre qui abrite des richesses insoupçonnées. Parmi ses occupants, certains d'entre eux se distinguent par leur prestance, leur taille ou leur comportement. Le gypaète barbu est un peu tout cela à la fois. On le décrit aussi comme un être envoûtant qui hante les hautes montagnes et dont la silhouette est un mélange de puissance et de grâce. Le gypaète est certainement le plus actif de tous les vautours. Dès le lever du soleil, il prend son envol pour aller inspecter en solitaire les versants enherbés, les pierriers et les crêtes désolées du massif. Grâce à un corps fuselé pour une envergure exceptionnelle, le gypaète est un inconditionnel du vol plané. La souplesse et la parfaite maîtrise de ses déplacements lui permettent de se consacrer entièrement à la recherche de cadavres et d'ossements. La précision de son regard est impressionnante. Rien ne peut lui échapper, pas même les petites pièces d'un squelette disséminé dans l'immensité des montagnes. Lorsqu'il est assuré de la tranquillité du site, il s'approche pour identifier minutieusement la nature de sa trouvaille. Pour avaler les eaux dont il raffole, le gypaète les laisse fréquemment tomber sur les rochers afin qu'ils se brisent. Tout comme l'ours, l'aigle royal ou le grand tétras, le gypaète est un symbole de vie sauvage. Il se situe à l'extrémité d'une chaîne alimentaire dont chaque maillon garantit l'équilibre et la survie des autres espèces. Certaines contrées pyrénéennes ont conservé jusqu'alors un équilibre biologique satisfaisant.
Mais chaque année, des sites jusqu'alors épargnés subissent des dommages irrémédiables sous la pression de l'homme. À l'aube du XXIe siècle, doit-on définitivement se désintéresser de la préservation des espaces naturels et des êtres qui les peuplent? Ne doit-on pas au contraire s'assurer du maintien des écosystèmes naturels afin que nos descendants puissent, eux aussi, contempler la vie sauvage des Pyrénées